Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec les débats, avec aujourd'hui Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous êtes également ancien agriculteur. Théo Amsaadi, bonjour. Vous êtes délégué national des Jeunes Républicains, bonjour. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, bonjour. Bonjour C'est une agence de communication. Vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Voilà, il y en avait un autre, non ? Oui, il y en a un autre sur le management, mais on ne peut pas tout étaler, donc on en choisit un. Sinon on passerait la journée. On va encore, parce que ça reste très puissant dans l'actualité, il y a beaucoup de réactions sur le réquisitoire contre le Rassemblement National et Marine Le Pen, avec une pétition pour défendre la démocratie. Les Français et les vaccins, y a-t-il un problème ? Seulement 2% de farouches anti-vax, c'est ce que nous dit un sondage qui est publié aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France. On va revenir sur les nominations chez Donald Trump. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Frédéric Fougera, vous, c'est un coup de projecteur. Un coup de cœur, coup de projecteur. Oui, Valérie, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cancer inconnu ? Non. Bon, en fait, présenté comme ça, je me doutais un peu de votre réponse, puis la réponse, elle est un peu dans la question. Alors, je veux parler du CPI, et même des CPI, c'est-à-dire les cancers de primitifs inconnus. Vous avez peu de chances d'en avoir entendu parler, puisque c'est la catégorie de cancer dont on parle le moins. Alors, comme son nom l'indique, en fait, la médecine vous diagnostique un cancer, mais d'origine inconnue. Comment ne pas être totalement désœuvré face à une telle situation ? D'une part, on vous annonce une maladie et en même temps, on vous dit qu'on ne la connaît pas. Alors, mon coup de cœur et coup de projecteur, il va à une association qu'il faut mettre en lumière et qui s'appelle Rock for Life, fort avec le chiffre 4. Ouais. Et Rock for Life, c'est une association qui a été créée par une personne qui est atteinte dans ces pays, Charles Delobel, et qui s'engage dans 4 directions. Rassembler la communauté des patients touchés par le CPI, puisqu'on en parle peu, évidemment, il y a peu de connexion et d'engagement autour de cette maladie. Rapprocher les patients, les experts et les structures utiles à leur parcours. Sensibiliser et informer à propos des CPI qui sont mal connus évidemment du public, mal connus des médias, mais on contribue à rétablir ça aujourd'hui, et même parfois mal connus des médecins. Et enfin, ils organisent des événements pour collecter des fonds qui vont tous à l'Institut Curie, qui est un des rares ou le seul établissement à avoir un programme dédié à la recherche contre les CPI. Voilà, et c'est ce qui se passera le week-end du 7 et 8 décembre à Lille, 7 et 8 décembre prochain, où il y aura un grand concert rock dont les bénéfices seront intégralement reversés à la recherche pour Rock for Life, rockforlife.fr pour aller voir, en savoir un peu plus sur ce concert et sur cette maladie. Donc on parle beaucoup du cancer du sein avec Octobre Rose au mois d'octobre. Ouais. On parle un peu des cancers masculins avec Movember au mois de novembre. Et grâce à vous Valérie aujourd'hui, on parle désormais aussi du cancer primitif inconnu, qui sera peut-être un jour pas le cancer dont on parle le moins. Non, mais il faut... et puis la prévention. Prévention. Le dépistage est essentiel dans la détection des cancers. On en soigne de plus en plus et c'est important de le dire. Moi, j'ai autour de moi des gens qui ont peur d'aller se faire dépister, d'aller faire des mammographies et d'aller chez les gynécologues. Si je parle des femmes, il faut le faire et au contraire, plus vous serez dépisté vite et plus vous pourrez être soigné rapidement. La peur n'évite pas le danger. Absolument. Samuel, vous, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre un amendement, une proposition de LFI sur le projet de budget 2025. Donc un amendement LFI sur le projet de budget 2025 qui vise à enlever 100 millions d'euros aux Français handicapés. C'est juste scandaleux. Pour les donner aux immigrés clandestins, qu'ils appellent eux mineurs non accompagnés, mais en fait on ne connaît pas toujours, loin de là, l'âge de ces personnes. Et donc sans problème, ils ont déposé cet amendement à l'Assemblée nationale en considérant qu'il était normal d'enlever sur le programme d'handicap et d'inclusion sociale en tout 100 millions d'euros pour le passer aux immigrés clandestins. Ça s'est passé quasiment inaperçu. Heureusement, le pôle handicap de Reconquête a surveillé ça de près. Et ça a été relayé par Éric Zemmour, par quelques médias, dont le Média Frontière. Ça commence à faire du bruit et il faut juste le faire monter au maximum, parce qu'on a des députés qui considèrent que c'est normal d'avoir là plus qu'une préférence étrangère. C'est pas une préférence étrangère, c'est une préférence pour des immigrés clandestins au détriment de France handicapés, et notamment dans ces programmes. J'y pense, que j'en ai discuté avec des amis handicapés. Ce sont normalement dans ces millions d'euros, c'est des aménagements de postes, par exemple, pour des personnes, des Français qui sont aveugles, qui ont besoin d'avoir un poste particulier au travail. Et voilà, c'est de l'argent
d'argent en moins pour, encore une fois, donner aux clandestins. Je sais pas, vous avez suivi, vous avez suivi ça Absolument, c'est bien de le mettre en avant. Alors je dirais le premier scandale, c'est même pas à qui profite le crime, c'est encore une fois, on tape ou on méprise les personnes en situation de handicap, donc c'est vraiment dégueulasse. Je vous rappelle que ce gouvernement avait oublié de nommer un ministre du handicap, ça a été rattrapé quelques jours après. Ouais. Donc voilà, quelques jours après les Jeux paralympiques, le handicap reste toujours un sujet qu'on met sous la table, qu'on écrase, qu'on méprise. Et puis si on peut aller taper dans les caisses qui doivent servir le handicap, eh ben on y va, puisque effectivement ça se verra pas trop. C'est pas eux qui feront le plus de bruit, c'est pas eux qui se plaindront le plus. Donc voilà, n'ayons pas peur de taper sur les handicapés, puisque de toute façon ils font pas beaucoup de bruit. C'est scandaleux, c'est dégueulasse. Et puis à gauche on est forcément gentil, donc ça passe crème, non. De toute façon, le budget, vu que de toute façon il repart à zéro au Sénat, je dirais que l'impact est mineur, mais ça traduit bien un peu l'intention est quand même l'intention est là. L'intention est là, et bon, c'est pas tellement surprenant de la part de la France insoumise qui est prête à faire tout et n'importe quoi pour servir sa clientèle. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est un amendement qui passera pas. Ah bah non, de toute façon, ça veut dire que l'intention est là. Il faut voir dire l'exposé, pour tout vous dire, moi j'ai demandé à la personne qui m'a envoyé ça dans le Pôle handicap, je lui ai dit mais tu es bien sûr de ça? J'ai revérifié, on a regardé ensemble, on lit le texte, l'exposé des motifs, on dit oui, en fait ils ont vraiment déposé ça. Tranquillement, sans se prendre la tête, en se disant c'est pas grave, on enlève aux Français handicapés, et comme il était dit à l'instant, ils diront rien. Ça a été ma réaction première d'aller vérifier, parce que je me suis dit, c'est pas vrai, ils peuvent pas faire ça. Personne ne peut avoir l'idée de faire ça. Une preuve encore, s'il en fallait une, que la gauche est hypocrite, de toute façon depuis des années, que le social, en réalité, ils l'ont abandonné au profit du sociétal, que pour eux, le combat pour les plus faibles, pour les plus pauvres, pour ceux qui sont un peu victimes des faits de la société, ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent royalement. Eux, ils ont d'autres combats, on l'a bien compris depuis quelques années maintenant. Je pense qu'on y reviendra sur ce plateau. Et je le déplore parce que la gauche, ça a une connotation, ça a un sens normalement qu'ils ont sacrifié sur l'autel du clientélisme. Ça fait longtemps que la gauche parle plus au peuple. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. On pourra dire un mot de la colère des agriculteurs avec vous. Ça va occuper pas mal l'actualité dans les semaines à venir. Ancien agriculteur, Théo Hamsaadi, vous êtes délégué national des Jeunes Républicains. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Le Rassemblement national lance une pétition pour défendre la démocratie. On va revenir sur les différentes réactions. Néanmoins, c'est un réquisitoire. Elle n'a pas encore été condamnée, Marine Le Pen. Donc il y a des choses à dire sur la façon dont s'est passé ce procès, mais elle n'est pas condamnée pour l'instant. Trump avec des nominations qui interrogent, pour ne pas dire qui choquent pour certaines d'entre elles. Et puis les Français et les vaccins, c'est une étude, un sondage publié dans Le Parisien aujourd'hui en France. On continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Théo, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule sur ce qui s'est passé hier, une fois encore dans un lycée de la région Île-de-France, à Colombes. Une prof s'est faite étrangler par une gamine de 16 ans. Enfin, 16 ans quand même, on se rend compte. Moi, à 16 ans, je faisais mes cours et puis je sortais avec les copains et c'était bon enfant. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a des profs qui se font étrangler par des gens qui ont 16 ans, qui habitent chez leurs parents et qui le soir vont après aller voir papa, maman, tout content. Enfin, il y a un décalage, mais qui est immense entre l'image que l'on peut avoir de la jeunesse et la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France est empêtrée dans une situation où elle est en train de perdre le conflit, la guerre sur l'autorité, parce que c'est une véritable guerre que l'on mène. Et c'est pour ça que moi j'aime énormément le champ lexical martial qui est utilisé par le ministre de l'Intérieur et par son secrétaire d'État Othman Nasrou. Il faut mener une guerre, il faut mener une vraie guerre. Et malheureusement dans cette guerre-là, moi je déplore des désertions à gauche. Moi la gauche des instits, je l'ai pas beaucoup entendu ces dernières années, ces derniers mois. Alors que pourtant on a eu quand même 2 martyrs dans la République. On a eu Samuel Paty, Dominique Bernard. Et en fait, je l'ai dit la dernière fois, on ne comprend toujours pas. Enfin, en tout cas, à gauche, ils ne comprennent toujours pas la gravité du moment. C'est-à-dire que les maires se font rouer de coups,
les profs se font étrangler, alors qu'à une certaine époque, ces deux figures-là, c'était les figures d'autorité de la République. Absolument. Et la République, si elle ne tient pas sur les instituts et sur les élus, elle ne tiendra pas tout court. Et à un moment donné, il faut que les forces républicaines, il faut que la gauche se ressaisisse et prenne le courage et défende la République enfin, parce qu'on l'attend. Et en tout cas, moi, pour l'instant, je trouve qu'elle déserte, la gauche déserte. Oui, alors moi j'étais un peu interpellée par les propos d'Anne Genetet, la ministre de l'Éducation, qui dit alors elle dit pour élever le niveau, il faut commencer par rétablir l'ordre. Donc déjà pour élever le niveau, il faut commencer par savoir lire, écrire et compter. Quand on sait s'exprimer, quand on connaît les mots, on est plus violent. C'est quand même la base, de tout. Et donc c'est pas l'école de rétablir l'ordre. Non, et c'est pas l'ordre de rétablir l'ordre. Il y a une désertion. Moi, j'ai trouvé ça ahurissant. Il y a une désertion des parents et notamment des pères, il faut le dire, qui aujourd'hui laissent les mères avec leurs enfants tout seuls élever les enfants. Et on a un problème à la base là-dessus, sur la responsabilité parentale. Alors l'éducation nationale, elle est là aussi pour éduquer, évidemment, mais elle peut pas faire des miracles non plus. Enfin, les instituts, j'ai des désaccords avec certains instituts qui sont devenus plus des idéologues que des professeurs ou des enseignants, mais on peut pas non plus leur mettre sur le dos le fait que les enfants ne respectent plus rien. Enfin, je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent dans le domaine de leur classe, mais si une fois à la maison on explique au gamin qu'il a eu raison de taper sur son prof, le prof il peut rien dans le cas d'espèce. Les incidents graves ont été multipliés par 2 depuis 3 ans, multipliés par 2, et je pense que tous les incidents graves ne sont pas remontés. Je rappelle ce que me racontait un enseignant qui me racontait que des élèves urinaient dans les couloirs, faisaient mine d'uriner sur des enseignants, se battaient à coups de taser. Et je lui dis, mais que dit le proviseur ? Rien, parce que sinon il va avoir une inspection de l'académie et une mauvaise note. Mais c'est tout le problème, puisque on sait que depuis des années, l'insécurité augmente dans les établissements scolaires. On a lancé notamment là, avec Reconquête une grande enquête sur l'école où on donne la parole aux parents d'élèves pour qu'ils s'expriment. Et sur le sujet de l'insécurité, on a plein de témoignages qui sont délirants. Donc on sait que cette insécurité, elle augmente auprès des élèves, contre les élèves. Mais elle augmente aussi désormais, il a été dit à l'instant, contre les enseignants. Nous, on pense clairement faire une campagne spécifique là-dessus, puisque il y a de nombreux professeurs qui sont en danger, qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Et quand vous parlez du fait d'Anne Genetet qui parlait de rétablir l'ordre, le souci qu'elle a, c'est qu'elle essaie de s'exprimer en disant on voit qu'il y a plein d'établissements dans lesquels les professeurs sont attaqués. On en voit quasiment toujours, malheureusement, dans l'actualité aujourd'hui. Le fait est qu'effectivement, c'est pas aux professeurs de faire la police, ils sont pas payés pour ça. Mais il y a un problème au niveau de la justice. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? On en parle la semaine dernière sur Sud Radio. Quand vous avez notamment des élèves qui sont harceleurs, bien souvent, ce ne sont pas les personnes qui sont harcelées. Ce sont les personnes qui sont harcelées, qui changent d'établissement, et pas les harceleurs, qui finalement continuent leur vie telle qu'elle est et qui ne sont pas dérangés. Donc il y a plusieurs sujets à la fois. Effectivement, il y a une baisse de niveau qui est délirante et qu'on nomme et qu'on voit depuis des années et qui a été niée malheureusement par des idéologues qui ont dit non, tout va bien, c'est pas grave, ou qui sont cachés derrière des chiffres en disant c'est bon, on a de plus en plus de gens qui ont le bac. Oui, mais quel bac ? Ça veut rien dire. Tout le monde a le bac. Quel est le niveau exact de l'examen ? Et pendant ce temps, on a eu l'insécurité qui augmente. Donc on a à la fois un sujet sécuritaire et un sujet de niveau. Il y a un lien entre les deux parce qu'effectivement, dans certaines classes, quand c'est le bazar, vous ne pouvez pas donner cours du tout. Et le professeur, il n'est pas là pour sacrifier quand vous avez parfois un effectif dans une classe, vous avez 80% des élèves, pas toutes heureusement, mais qui met le bazar, qui ne suit pas, et 20% qui veulent le suivre. C'est très compliqué pour l'enseignant de faire cours. Il faut se mettre à la place de l'enseignant. Et en même temps, il faut que derrière, il faut que les enseignants soient soutenus, parce que quand vous êtes seul face à une classe de 30 personnes et que derrière, ni dans l'établissement ni au niveau de l'académie vous êtes soutenu, eh bien vous avez une vie, vous avez une famille derrière, vous ne pouvez pas tout sacrifier pour ça. Et c'est pas qu'une question de niveau, c'est une question de savoir-être aussi. Enfin, je veux dire, c'est aux parents d'inculquer aux enfants qu'on tape pas quelqu'un pour résoudre un problème et qu'on respecte l'autorité des professeurs, qu'on respecte l'autorité des parents, qu'on respecte l'autorité des forces de l'ordre. Mais même quand dans la sphère politique, vous avez un certain nombre de personnes qui ne respectent pas les forces de l'ordre, qui ne respectent rien globalement et qui se permettent des comportements totalement déplacés. C'est compliqué après d'en prendre aux enfants qu'il faut le faire. Oui. Mais pour revenir sur votre propos, Valérie, effectivement, le rôle de l'éducation nationale, c'est pas d'établir ou de rétablir l'ordre, c'est de permettre à des enfants et à des jeunes de réfléchir, et donc c'est permettre la réflexion dans un monde qui est de plus en plus guidé en fait par l'émotion. Donc c'est sortir de ce monde de l'émotion pour être dans le monde de l'éducation. Oui, et donc ce n'est pas rétablir l'ordre qui va permettre ça. Rétablir l'ordre, ça va peut-être juste permettre de travailler et donc d'apprendre à écrire, à compter, à lire, et à ce que chacun fasse son travail dans l'éducation nationale.
Théo ? Oui, moi je suis d'accord avec ce que disait Samuel. Il faut une réponse judiciaire parce que si les élèves n'ont pas la crainte de la justice sur ce qu'ils font, on n'y arrivera jamais. Et il y a quelques pistes qui ont été mises sur la table, notamment par Othman Nasrou. Moi, je voulais les citer. Il y a d'abord la mise sous pause de l'excuse de minorité dans certains cas, notamment qui était confirmée par Didier Migaud. Il y a l'automatisation et la généralisation de la protection des enseignants quand ils ont besoin d'aller en justice, notamment face soit aux parents, parce qu'il y a un sujet aussi sur les parents qui parfois prennent plus le parti de l'élève face à l'enseignant. Regardez l'affaire Samuel Paty. Regardez l'affaire Samuel Paty. Moi, ma mère, elle m'a élevé, c'est-à-dire que même si l'enseignant, je pensais qu'il avait tort dans la sanction, elle m'a élevé en disant tu te tais, c'est l'enseignant, il a l'autorité. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que l'enseignant, on ne contredit pas un enseignant. Il y a, qu'on le veuille ou non, un rapport de hiérarchie dans une classe. L'enseignant, il enseigne, il sait. L'élève, il a à apprendre, il a à connaître, il est là pour écouter. Il n'est pas là pour faire des leçons de morale ou des leçons de civisme à des gens qui sont censés les inculquer. Oui, mais l'affaire Samuel Paty, elle est assez exemplaire dans ce sens-là. C'est-à-dire que le père est allé vociférer, insulter la proviseure, et à aucun moment, on lui a expliqué aussi que sa fille n'était pas en cours, et il ne voulait pas l'entendre de toute façon. Et vous avez des parents qui ont déjà agressé des enseignants, directement, en soutien à leur enfant, ou simplement parce que leur enfant avait dit que quelque chose s'était mal passé, et le parent veut s'en prendre. Je pense que Madame Genetet, elle fait fausse route, qu'elle apprenne à lire aux enfants, à écrire et à comprendre les mots. Écoutez Alain Bentolila qui vous raconte que la discrimination, elle commence par le nombre de mots que ne maîtrisent pas les enfants à l'école. Et le goût de la lecture et l'impossibilité de certains de lire. S'exprimer. Et de lire. La capacité à s'exprimer découle de l'incapacité à lire et la lecture permet de comprendre mieux la société aussi. Et pendant ce temps-là, j'ai envie de dire, petit coup de projecteur sur Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a une école dans laquelle les enfants portent des gilets connectés. C'est une expérience inédite, dotée de traceurs GPS des garçons pour démontrer que les garçons occupent 80% de l'espace disponible. L'objectif est de mesurer scientifiquement l'occupation de l'espace de la cour de récréation entre filles et garçons. C'est ce qu'on fait dans une école élémentaire. Le constat est sans appel. Alors que les garçons jouent à l'épervier ou au basket, sur la majorité du terrain, les filles se contentent du bac à sable. Double discrimination, nous dit-on, celle du genre, mais également de l'âge, puisque les CP, figurez-vous, se retrouvent relégués en périphérie. Ce que j'allais vous dire, spoiler, dans les écoles, quand il y a de la place, les garçons souvent jouent plus au foot que les filles. Mais les filles jouent aussi, à l'école primaire, les filles jouent aussi au foot. Et ils s'étendent, ils prennent plein de place pour jouer au foot. Mais on réinvente la poudre, il n'y a pas besoin de gilet connecté, il y a juste besoin d'être allé à l'école une fois, on sait comment ça se passe, et ça fait à peu près de tout le temps que ça se passe comme ça. Et je vois pas en quoi c'est un drame. Ce qui est étonnant dans ce genre d'affaires, c'est que peut-être que le sujet est intéressant, mais j'ai le sentiment qu'on part déjà d'un a priori. C'est qu'on a déjà la réponse et en fait on cherche à démontrer quelque chose au lieu d'étudier une situation. Et après, est-ce que les garçons occupent plus l'espace que les filles ? Peut-être, peut-être pas. Et alors, et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'ils occupent le bon espace ou le mauvais et les filles le bon ? Mais là, on part d'un a priori qu'on veut démontrer quelque chose, on veut démontrer une certitude. C'est assez étonnant comme procédé. Mais c'est un sujet qui n'est même pas être un sujet, qui ne doit même pas être un sujet. En plus, c'est fait à Strasbourg, dans une ville qui est gangrénée un peu par cette idéologie un peu woke. Et quand bien même des garçons jouent au foot, et je suis sûr que parfois il y a quelques filles qui jouent au foot, mais quand bien même ils jouent au foot, quand on jouait au football avec nos potes dans la cour, j'ai pas le souvenir que les filles étaient en larmes parce qu'elles étaient sur le côté ou parce qu'elles jouaient à l'élastique. Enfin, faut arrêter, il y a d'autres sujets et les gamins s'en foutent et puis sont très heureux comme ça. Voilà. C'est comme ça. On se retrouve dans un instant et on aura votre coup de gueule ou votre coup de cœur, Jean-Baptiste. À tout de suite. Pour une fois. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec aujourd'hui Jean-Baptiste Moreau, Théo Hamsaadi, Samuel Lafont et Frédéric Fougera. Jean-Baptiste, votre coup de cœur ? Oui, coup de cœur. Alors, c'est pas de l'autopromo pour Sud Radio, mais c'est un coup de cœur pour la tribune qu'a publiée hier Chloé Morin dans l'Express. Qui est particulièrement intéressante sur le titre de sa tribune, c'est on se demandera pourquoi les populistes ont gagné. Donc ça tire un peu les leçons de ce qui vient de se passer aux USA et de ce qui va probablement se passer ou ce qui a des chances d'advenir d'ici 2027.
à savoir que les partis républicains, on va dire entre guillemets traditionnels, même si on ne sait plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui, ou les partis de gouvernement, n'ont toujours pas trouvé la martingale pour lutter contre les populistes. Et ça se voit avec la réélection de Trump aujourd'hui. On combat pas les populistes ni par l'adoption de leurs thèses et de leurs solutions qui de fait n'en sont pas. Et il faut prouver justement à la population que les solutions qu'ils proposent n'en sont pas, ni par le mépris et les leçons de morale qu'une certaine gauche peut leur faire, notamment en direction du RN ou de l'extrême droite. Donc là-dessus, elle adopte une position qui est intéressante, c'est-à-dire que la gauche et une partie des partis politiques traditionnels ont perdu pied avec le peuple et avec les classes populaires complètement. Et la gauche a choisi le clientélisme en s'adressant qu'à une partie de la population et une partie de ces classes populaires, en rejetant et en traitant d'idiots et de racistes tous les autres quasiment. C'est-à-dire que tous les autres sont d'extrême droite, en dehors d'eux. Là, on pense à la prise de position d'LFI. Et puis, de l'autre côté, vous avez les progressistes, on va dire ma famille politique d'origine, qui sait pas trop bien ce qu'elle doit faire, qui pianote en s'alliant avec LFI entre les deux tours des législatives, ce qui était un scandale absolu. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On s'allie pas avec contre des populistes, avec d'autres populistes. Il faut que les partis républicains ils sortent de leur dogme et de leur pensée unique, qu'ils aillent convaincre sur le terrain, qu'ils réfléchissent vraiment aux problématiques qui intéressent les Français, qui sont aujourd'hui l'immigration. Il ne faut pas le traiter comme quelque chose de sale, comme c'est fait notamment par la gauche. Et il faut le traiter en face, mais il ne faut pas non plus chercher à courir après l'extrême droite en adoptant leurs solutions qui, de fait, n'en sont pas. Je veux dire, expliquer demain que la France toute seule, avec ses petits bras, va lutter contre les phénomènes d'immigration massive, c'est juste une fable. Ça n'existera pas. Donc il faut vraiment là-dessus... Parce que sinon, on va finir par les faire gagner. Effectivement, les populistes vont gagner parce que il n'y a plus qu'eux qui parlent vraiment aux gens et qui sont présents sur le terrain. Les autres se contentent de faire des leçons de morale. Voilà, il faut expliquer que la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi sans aucune contradiction, avec les fake news de Trump, les immigrés qui mangent les chats et tout ça, qui passent à l'as. Alors chez nous, c'est pas encore arrivé à ce point-là. Non. Heureusement, il faut s'en féliciter. On a encore des journalistes qui sont capables de faire des contre-enquêtes et de dire ce qui va et ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais les faits ne sont pas des opinions et les opinions ne sont pas des faits. Et ça, c'est aux partis républicains et aux démocrates et aux républicains de l'expliquer. Alors pas au sens américain du terme, mais de l'expliquer à l'ensemble de la population. Je veux dire, on ne peut pas transformer un fait en opinion et un opinion en fait. Les faits sont des faits, les opinions sont des opinions. Et j'ai un peu l'impression que la classe politique, dans sa majorité, a un peu démissionné, c'est ce que Chloé Morin dit aussi, par rapport à l'aptitude à convaincre et à proposer une autre vision que celle qui est proposée par les populistes à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Oui. Mais effectivement, on peut tirer des leçons de ce qui s'est passé aux États-Unis. Pour rappel, Donald Trump a gagné très largement. Il a gagné via les États. Il a gagné aussi le vote populaire, c'est-à-dire le nombre de voix exprimées. Il a gagné dans la Chambre des représentants et au Sénat. Donc il a vraiment fait un raz-de-marée. Les Républicains ont fait un raz-de-marée. Ils ont gagné très largement aux États-Unis. Je rappelle que lors de sa première campagne face à Hillary Clinton avait traité les électeurs de Trump, donc une partie du peuple américain, de pitoyables. Je rappelle que dans la dernière campagne, qui a vu Trump triompher, les électeurs de Trump, les soutiens de Trump ont été traités de déchets. On a malheureusement... ce que je dis, pas de mépris, ça sert à rien. Enfin, il y a une question de mépris, effectivement. Et on voit trop souvent, et ça commence à arriver en France aussi, des politiques qui méprisent complètement le peuple. Alors non seulement ils ne parlent pas au peuple, on parlait des États-Unis, vous avez quand même une campagne de Kamala Harris qui s'adresse plutôt à Manhattan et à la Californie, en imaginant que tous les Américains sont à Manhattan ou en Californie. Non, c'est comme en France quand vous avez des politiques qui pensent que tout le monde vit à Paris ou dans les conditions parisiennes. Non, la France est grande, la France est diverse dans tous les départements et des situations particulières. Quand on parle des déserts médicaux, par exemple, on le voit surtout dans les départements et encore plus dans les départements ruraux. Eh bien, si vous faites un focus que sur Paris, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que vivent les Français. Et malheureusement, trop de politiques qui vivent entre eux et qui sont déconnectés de ce que vit véritablement le peuple. Moi, j'ai envie de dire aussi une chose sur l'immigration, puisque vous parlez de l'immigration. On peut voir différents pays en Europe, je pense à la Suède, je pense aux Pays-Bas, je pense au Danemark, je pense à l'Autriche, bref, où il y a des résultats électoraux liés à l'immigration, c'est-à-dire que les populations s'expriment en disant on en a assez de l'immigration, et il y a un résultat qui suit grâce au mode de scrutin qui est un peu différent en France et qui d'ailleurs limite la représentation populaire à mon avis. Et au Danemark, pourquoi je cite le Danemark ? Parce que justement au Danemark, ce qui s'est passé, c'est que
les groupes de droite ont dit il y a trop d'immigration, on en a assez, en faisant le porte-voix du peuple. Eh bien, la gauche a décidé de changer son braquet. C'est un peu ce qui est en train de se faire aussi en Allemagne, en disant bon, on arrête l'idéologie complète sur l'immigration. Il n'est pas question de se dire que seulement au niveau national on peut régler le problème, parce qu'il y a aussi clairement, évidemment, le niveau européen. Et dire on va arrêter de se mentir à nous-mêmes, on va arrêter de faire de l'idéologie. Stop. Ils peuvent très, très simplement dire, moi je leur dis à ces gens-là, dire stop, on s'est trompé. Ok, on a fait l'idéologie, on a cru qu'on pouvait soutenir l'immigration massive, que ça ne changerait pas les pays, qu'il n'y aurait pas de problème de sécurité, qu'on va faire rentrer n'importe qui. C'est une erreur pour la France, c'est une erreur pour l'ensemble des peuples d'Europe. On arrête ça, on écoute ce que disent les gens, et je termine là-dessus. On a des problèmes d'immigration, il faut les traiter. Vous vous rappelez juste ce qui était sur le pupitre de Donald Trump lors de son discours, c'était « We will fix it ». Ou Trump will fix it, dire on va régler les problèmes. Donc il faut un moment que les politiques aussi en France se disent on va régler les problèmes des gens. Donc quand ils disent qu'un problème d'immigration, c'est peut-être qu'un problème d'immigration. Quand il y a un problème d'insécurité, quand ils disent qu'un problème d'insécurité, c'est peut-être qu'effectivement il y a un problème d'insécurité dans le pays. Et point par point, sur le pouvoir d'achat également, ou sur les déserts médicaux dont je parlais à l'instant. Oui, mais c'est ce que je dis. Il faut sortir des dogmes et aller répondre aux questions des gens. Mais aller répondre aux questions des gens, ça ne veut pas dire adopter forcément les solutions qui sont proposées par les populistes quand on sait qu'elles ne marcheront pas de plus. Enfin, elles ne marchent. Mais je dis pas que les solutions des populistes ne marcheront entre 2016 et 2020, j'ai pas vu qu'il avait résolu tous les problèmes d'immigration des États-Unis. Hein. Sinon, il serait pas revenu au pouvoir là aujourd'hui. Donc, mais je veux dire, vous partez du principe que les propositions qui sont faites, elles sont pas forcément toutes idiotes, mais c'est pas forcément, c'est pas en leur courant après. Les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Enfin, je veux dire, la droite l'a pris à ses dépens. Je veux dire, c'est pas en courant après le RN qu'elle va demain refaire vers elle les classes populaires. C'est en réfléchissant vraiment, parce que les politiques ne réfléchissent plus. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, j'en fais partie. Ce que fait Bruno Retailleau, par exemple, pour vous, c'est pas. Pour le moment, c'est des mots. On verra si ça se traduit dans des faits. Il parle au français, visiblement. Oui, mais ça parler au français, ça fait 60 ans qu'on parle au français. C'est pas un souci. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas de résultat. Donc, tant qu'il n'y a pas de résultat. Mais il n'y en a pas eu avec Gérald Darmanin non plus. Oui, mais sans doute. Donc, on va prendre un exemple qui va me faire encore beaucoup d'amis sur Sud Radio. On parle de la lutte contre la drogue. Je peux vous dire tout de suite, si on continue avec la prohibition, rien ne marchera, ça ne fonctionnera pas. Si on ne change pas de logiciel sur la prohibition, notamment sur le cannabis, je vous le dis d'avance, on ne résoudra absolument rien. On fait juste démouliner avec les bras, on donne l'impression de traiter le problème, on ne le traite pas par pure lâcheté politique. Quand vous parlez de l'absence de résultats, le fait est que le mot résultat est quand même important. Les Français ils attendent des résultats. Et souvent on a l'impression qu'on a des discours, vous le disiez vous-même à l'instant, Jean-Baptiste Moreau, c'est qu'on a des discours. Mais ce que veulent les Français, ils votent pour avoir des représentants. Je rappelle qu'on est dans un système représentatif, donc avec des personnes qui doivent faire le boulot pour les Français qui votent pour eux, et ensuite avoir des résultats. Et on manque de résultats, on a des discours qui se multiplient. Et j'irai juste sur la sécurité, on a quand même un problème, on le sait, et on en discute souvent sur Sud Radio, on a un problème qui est prépondérant au niveau de la justice, parce que les policiers peuvent arrêter autant qu'ils veulent si derrière on a un système judiciaire qui considère que les personnes qui sont condamnées pour viol doivent faire juste quelques années de prison, que quand vous tabassez à 10 contre 1 quelqu'un, vous avez juste fait des violences aggravées et pas une tentative de meurtre, et que vous devez prendre peut-être, je dis n'importe quoi, mais ça arrive souvent, 3 ans, que vous pouvez avoir plein de peines et jamais aller en prison, ou vous vous retrouvez comme bracelet électronique. Les Français, ils en ont marre de ça. Et là aussi, il y a une question de dogme sur la construction des places de prison. Alors on nous dit oui, mais les élus refusent de construire des places de prison. Moi, j'ai été député, j'ai défendu la construction d'une prison sur mon département. Le ministère de la Justice m'a expliqué ben non, mais la Creuse, ça va pas parce que vous êtes trop loin des grandes villes, vous êtes trop loin des moyens de locomotion, et donc c'est compliqué pour les familles de venir les voir. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut régler le problème des places de prison qui manquent et des gens, ou alors est-ce qu'on traite juste les familles des condamnés? Je veux dire, les familles des condamnés, si vous mettez elles ont 3 heures pour venir de Paris, effectivement, pour venir en Creuse voir les gens qui sont emprisonnés. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème en soi? Nous, on a du foncier pas cher qui permet de construire des prisons pas chères. Est-ce qu'on veut vraiment résoudre le problème? Moi, j'avais rencontré à l'époque, c'était Nicole Belloubet. C'est pas pour la stigmatiser plus que ça, parce que je m'entendais plutôt bien avec elle. Mais ces services m'ont expliqué que non, une prison en Creuse, c'était pas possible. On était trop loin des grandes villes et trop loin du TGV. Voilà. Ça, c'est un sujet que j'ai jamais discuté. On marque une pause et vous pourrez réagir, Théo, parce que on parle immigration, on parle prison, mais premier sujet de préoccupation selon les enquêtes de Frédéric Dabi, c'est quand même le pouvoir d'achat. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous jusqu'à midi. Alors Théo, vous n'aviez pas eu la parole sur le sujet des politiques, de la volonté politique, de parler réellement des sujets qui préoccupent les Français. Oui, je pense que si on veut résoudre le problème du populisme, comme on l'a dit tout à l'heure, faut juste croire en ses convictions et les défendre jusqu'au bout. Typiquement, je pense que la droite, elle doit être de droite et la gauche, elle doit être de gauche. Pas dans l'abus non plus, pas dans une fausse caricature d'elle-même, mais elle doit être totalement et entièrement de droite. Et typiquement, quand Bruno Retailleau parle à ce point fermement d'immigration, il n'est pas plus de droite qu'à l'époque Charles Pasqua. Il n'est pas plus de droite que le RPR. Donc pour moi, il n'y a pas du tout une course au RN. Il y a un retard qu'on a à rattraper sur le fait qu'il est vrai que pendant les années Sarkozy, on n'a pas présenté la droite la plus fidèle à ses convictions, notamment sur la souveraineté, sur la politique migratoire ferme. Donc je pense qu'honnêtement, si on continue sur cette lancée-là d'être de droite et seulement de droite, on arrivera à terme à contrer les populismes. Et un exemple pour être un peu plus concret, typiquement pendant la campagne des européennes, certains parlaient d'immigration zéro, notamment à Reconquête, si je ne me trompe pas. Nous, on pense que l'immigration zéro, ça n'existe pas. Les flux migratoires sont, qu'on le veuille ou non, une condition naturelle de l'homme. Par contre, il est question de limiter et de pouvoir contrôler au maximum ces flux migratoires. Il est question de savoir qui rentre et quel profil on fait rentrer, parce qu'on ne veut pas faire rentrer n'importe qui, mais quel profil on fait rentrer, en termes d'étudiants, en termes d'ingénieurs, en termes de tout ça, à travers notamment l'idée des quotas. Mais on pense que l'immigration zéro, proposer ça aux Français, en fait, c'est un peu leur mentir, c'est leur faire croire que d'un coup, pendant 5 ans, il n'y aura aucun immigré qui va rentrer sur le territoire. C'est faux. Il n'y a aucun pays qui peut vivre comme ça. Par contre, la logique de... Et c'est là où du coup je rejoins totalement, enfin de toute façon je le rejoins du début jusqu'à la fin, les propos de Bruno Retailleau, c'est qu'on doit savoir qui rentre et qui sort. Et ceux qui sortent, on doit pouvoir les faire sortir. C'est la question des OQTF. Ouais. Mais bon, on s'est éloigné un petit peu du début du débat, mais parler au peuple, parler aux Français. Mais réfléchir surtout, réfléchir et aller au contact et écouter les gens. Et pas juste être dans les salons parisiens à parler toujours aux mêmes personnes et traitant les autres d'idiots ou de racistes ou d'analphabètes. C'est pas comme ça qu'on va arriver à ramener les gens dans le vote pour les partis républicains. Et la droite de droite, la gauche de gauche, pourquoi pas, mais à condition qu'elle réfléchisse sur des vraies solutions et pas juste sur des moulinets avec les bras et des effets d'annonce qui ne sont suivis d'aucun résultat. Ce qui est là bien trop le cas depuis 50 ans. Non mais quand on connaît Bruno Retailleau en tant soit peu, enfin on sait que c'est pas un ministre de l'Intérieur lambda. Il a de vraies convictions. D'ailleurs, quand on voit les archives, pour certains politiques, on voit des archives où il disait en tout cas l'inverse de ce qu'il pense aujourd'hui. Bruno Retailleau, il n'y a aucune archive où il parle avec des idées qui ne sont pas les siennes aujourd'hui. Je pense que après il y a tout l'enjeu qui fait qu'on n'a pas une majorité absolue. Qu'en même temps, il est au gouvernement depuis 2 mois à peu près. Donc évidemment, il n'y a pas des résultats maintenant. Mais honnêtement, je pense qu'on est très bien lancé. Il y a le discours qu'il faut, il y a la volonté, Après, elle est là. Il faut que ça suive, parce que Gérald Darmanin avait aussi le discours. Hein. Ouais, mais différemment quand même. Bruno Retailleau, il émet toutes ses tripes. Enfin, c'est différent, je trouve. Hein. C'est différent, même notamment, je vois qu'à la droite de la droite, on a du mal à critiquer Retailleau. C'est-à-dire l'angle d'attaque du RN ou de reconquête sur Retailleau, il est très difficile à trouver, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement parce qu'il est de droite. Ouais, alors, pardon. Il sera difficile à Bruno Retailleau d'avoir des résultats, parce qu'on est quand même dans un gouvernement pour transitoire ou provisoire, donc de toute façon, le temps manquera pour que des décisions puissent avoir des résultats. Et le résultat, c'est bien un des problèmes du politique. Et pour faire le lien avec populisme et réflexion, et aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'ailleurs sur l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle est là pour aider, pour apprendre aux jeunes à réfléchir, plutôt que d'être dans l'émotion. Mais le populisme, en fait, il vit sur des émotions. Il vit pas sur des solutions. Le populisme, en fait, il cherche des coupables, et parce qu'on a trouvé un coupable, on pense qu'on a trouvé une solution. Mais c'est faux. Et la politique, le politique se réduit beaucoup trop à de la communication et pas du tout assez à du travail de fond. Et le communicant approuve ce que dit, et le communicant approuve ce que dit Jean-Baptiste. Donc le politique, il n'est pas là pour dénoncer le mal. C'est pas en dénonçant le mal qu'on le résout. C'est en travaillant, c'est en apportant des solutions et en ayant, ce qu'on vient de dire, des résultats. Et si on n'a pas de résultats, on n'est pas crédible. Et au bout d'un moment, tout le monde abandonne. Et valorise la parole politique. Oui, alors on parlait du fait d'écouter les Français. Effectivement, quand on lit les sondages, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas l'impression d'être écoutés, et qu'il y a quelques personnes, ce qui était dit à l'instant, qui seraient des sachants, qui sauraient tout mieux que tout le monde et qui imposeraient dans tout le pays leurs solutions, et qui, sans connaître véritablement forcément les sujets, qui sont des sujets précis et cas par cas, et où là il faut profiter au maximum de l'intelligence collective.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, puisque on a été mis en accusation là-dessus, sur l'immigration, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement aujourd'hui, on est dans une logique, et on le voit sur la plupart des plateaux de médias malheureusement, une logique selon laquelle il serait normal d'avoir des flux d'immigration permanent. Et c'est vraiment l'idée de base, c'est de dire, c'est normal qu'il y ait même des centaines de milliers, alors qu'on a un peu au-delà de ça, centaines de milliers de personnes qui entrent dans le pays. C'est tout à fait faux. Ça n'a pas été comme ça pendant toute l'histoire de France, ce n'est pas comme ça dans plein d'autres pays, et on essaie de faire croire, les immigrationnistes en tout cas, qui sont, je le rappelle, extrêmement minoritaires dans le pays. Quand on pose la question aux Français, ils sont entre 70 et 80% contre l'immigration massive, ils sont pour l'expulsion des délinquants étrangers, etc. Ils sont vraiment sur tous les items liés à l'immigration sur une position qui est ferme. Eh bien, quand même, il y a des immigrationnistes qui ont fait entrer cette idée dans l'esprit des gens, qu'il serait normal d'avoir l'immigration tout le temps. On pourrait avoir les meilleurs, attirer les meilleurs, mais attirer les meilleurs. C'est pour ça que j'aime même pas utiliser le terme migration pour ça. Attirer les meilleurs dans son pays parce que on a un pays dans lequel il fait bon de vivre, parce que on est positif, on se tourne vers l'avenir, on peut innover, etc. Ce n'est pas la même chose que de subir de l'immigration massive. Mais là, vous rentrez dans le sujet, alors qu'on parle on parle juste sur l'immigration. Non, moi, j'aurais juste répondu à Samuel, parce que s'il y a 90% ou autour de ça de Français qui sont contre l'immigration, ou alors que pour l'immigration on fait venir les meilleurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont eux-mêmes issus de l'immigration, donc ils pensent qu'en fait s'ils ont fait ce trajet, c'est parce que c'était les meilleurs. En plus, il y a un peu d'hypocrisie de leur part, ou alors en tout cas un peu assurément de la cohérence. Les partis républicains jouent pas leur rôle, parce que c'est effectivement, quoi un parti républicain demande les partis de gouvernement traditionnels à droite et à gauche, voilà. Donc le RN n'est pas républicain. Non, les LFI non plus, voilà. Mais ils le seront peut-être demain. Ils le sont. Mais il faut expliquer pourquoi. Ça suffit pas de dire ça. Il suffit pas de dire ça. Mais ça veut dire quoi par républicain ? Parce que c'est des populistes, c'est des partis populistes. Ils sont républicains. Ils sont légaux. C'est des partis légaux. Je dis pas que c'est des partis illégaux. Je dis juste que leur solution aggraverait le mal plus que ne le résoudrait. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et je dis que c'est pas la stigmatisation de l'étranger ou du riche qui va résoudre les problèmes des Creusois et des Creusoises aujourd'hui. Voilà. Et je dis que l'immigration n'est pas forcément un problème en soi quand vous avez des taux de natalité qui s'effondrent. Sauf qu'il faut le gérer de façon cohérente. Et sauf que moi, en Creuse, je vais vous dire, l'immigration de travail, c'est pas que des médecins. On en a besoin aussi, beaucoup. Mais c'est pas que ça. On a besoin de charpentiers, on a besoin de maçons, on a besoin de. Et aujourd'hui, on les trouve pas en France. Vous les trouvez dans l'immigration ? Pas suffisamment, mais parce que c'est mal géré, parce qu'on fait n'importe quoi. Pas suffisamment ou un peu ou pas du tout. Un peu. Oui, un peu, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens en tant qui que sont député, arrivés... je suis intervenu pour régulariser les gens qui étaient employés chez un certain nombre d'artisans et qui risquaient de se faire expulser avec une OQTF derrière. Oui, ça m'est arrivé, effectivement. Mais là aussi, il faut avoir un débat rationnel. Et il ne s'agit pas de dire qu'on va accepter tous les immigrés qui viennent... on sort un petit peu non, vous voulez ajouter un truc, Théo ? En fait, ça m'a toujours fait un peu rire la volonté de certains de résoudre le problème de la natalité par l'immigration. En fait, si on réfléchit comme ça, non, pas que, bien évidemment, mais en tout cas, cet argument-là, le politique, il est là pour, et c'est le drame de nos politiques actuelles, il est là pour penser la France des 100 prochaines années. Le général de Gaulle était immense parce qu'il projetait la France dans son siècle, dans le siècle prochain. Le problème, c'est que les politiques pensent à l'année prochaine, à l'année d'après. Donc si on veut résoudre les problèmes de natalité par les flux migratoires, on va jamais résoudre le problème qui est de reconnecter certains Français à certains travails qui sont dépourvus de main-d'œuvre, et aussi au problème de la natalité. Il faut débattre sur la natalité. Et le problème de l'attractivité des territoires, parce que on a concentré la population dans les métropoles, qu'elles soient immigrées ou françaises d'ailleurs. Si on y répond seulement par l'immigration, ce qui est notamment fait par la gauche, je conçois que pour vous, ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Mais par contre, pour la gauche, c'est le simple problème, c'est de faire venir des immigrés pour répondre à ce problème-là. Mais on ne pense pas la France comme ça. Non, mais vous parlez de débat rationnel. Ayons un débat rationnel. Se dire que parce que les Français font moins d'enfants, on va faire venir des millions de personnes de l'étranger, il va y avoir un remplacement de population. Est-ce que la France sera encore la France si on fait ça ? On ne peut pas dire qu'on fait venir des gens qui sont des Afghans ou de toute l'Afrique en France, et qu'en fait la France va rester la France alors qu'on les fait venir par millions. Ça n'a honnêtement aucun sens. Deuxième point sur républicain et populiste. Moi, j'aime pas entendre ces termes, puisque populisme, en fait, ça veut dire quoi ? Personne ne se met d'accord sur le terme exactement, et concrètement ce sont des gens qui vont parler directement au peuple, et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump a gagné, parce qu'en fait il parlait directement au peuple. Après, certains ont des exceptions du terme, mais le terme est pas exact, et c'est comme de dire que certains partis seraient républicains ou seraient pas républicains. Dans ceux qui se présentent aux élections, je vois pas quels sont les partis pas républicains, où il faut que philosophiquement on parle de ce que c'est qu'être républicain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que ces accusations, peut-être dans votre bouche sont pas des accusations, mais qui sont souvent utilisées en disant populiste
ou non républicain, ça parle pas aux Français. Pour résumer, Mais comment- populiste, mais c'est comment- dire aux gens ce que les gens veulent entendre, mais qui ne sont pas forcément des solutions et qui sont juste des choses faciles pour finir par accéder au pouvoir, mais qui sont des mensonges éhontés ou des contre-vérités absolues. Voilà. Allez, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de Marine Le Pen. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, parlons de Marine Le Pen et de ce réquisitoire qui évidemment fait beaucoup réagir. L'inéligibilité possible, 5 ans d'inéligibilité requise par le procureur. Alors, elle n'est pas encore condamnée. Le verdict sera rendu au mois de février. Néanmoins, certains dénoncent un déni de démocratie. Pourtant, hier, on a évoqué le fait que c'était bien dans les textes de loi, que ça avait été le cas d'Alain Juppé, en l'occurrence, ça a été le cas pour François Fillon. Jordan Bardella, lui, a déclaré que le RN avait un genou à terre, dénonçant un exercice de non-justice, mais de vengeance, et une pétition donc, qui a été lancée. Soutenez Marine, défendez la démocratie. Je vois pas très bien ce qu'une pétition peut voilà changer. la définition du populisme. On vous l'a demandé tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire ne pas respecter la séparation des pouvoirs et le cadre constitutionnel actuel pour faire appel au peuple, pour renverser on ne sait pas quoi. Et que je reciterai la phrase d'Hugo, souvent les foules trahissent le peuple, parce que c'est un mélange des genres qui est absolument catastrophique. Je me souviens que Marine Le Pen n'avait pas de mots assez durs pour Alain Juppé à l'époque de sa condamnation. C'est les mêmes qui vous expliquent qu'il y a un déni de justice et qui vous expliquent qu'il faut mettre des peines planchées et systématiques pour un certain nombre de crimes. Donc, je veux dire, il y a un moment, il faut un peu de cohérence aussi en politique, ça nuirait pas. Globalement, je ne sais pas quelle sera la décision de justice, on verra bien. Pour le moment, ce n'est que les réquisitions du parquet. Mais je trouve cette levier de bouclier et qu'un ancien ministre de l'Intérieur prenne la parole aussi pour s'insurger, je trouve ça un peu fort de café. On verra quelle sera la décision de justice au final. On pourra la critiquer ou pas la critiquer d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas critiquer une décision de justice. Voilà, les juges sont pas parfaits, ça se saurait. Il faut éviter que la justice fasse de la politique, ça on est tout à fait d'accord. Ça peut être le cas aux États-Unis souvent. Ici aussi, hein. Mais je sais pas, on verra en fonction de la décision finale qui sera rendue. Vous avez vu un des procureurs qui a dit je pourrais plaider la relaxe. Oui, mais c'était pas sur Marine Le Pen, a priori c'était pour un autre. Oui, mais peu importe de dire ça me fait mal. Pardon, c'est pas. C'est vrai que là, c'était pas là, effectivement. Et pour avoir des confrères qui ont suivi le procès, ils ont expliqué que c'était quand même extrêmement à charge et que c'était vraiment au couteau. Hein, que c'était. Ce que je comprends pas, c'est que tout le monde s'indigne là et sur le MoDem, personne s'est indigné. Enfin, je veux dire, et ça devait être autant à charge. Les condamnations, mais c'est un problème parce qu'il peut pas y avoir d'indignation à géométrie variable suivant qui est l'accusé. C'est pas possible ça. Théo. Nous on a connu Fillon, donc à partir de ce moment-là, on a un peu tout connu en termes de présidentielle. Et Juppé, c'était un peu plus jeune quand même. Ouais. Non, alors effectivement, on peut remettre en cause, en tout cas débattre sur la décision de justice, en tout cas sur la nature qui a poussé le parquet à demander ça. Il y a tout le débat sur la politisation notamment d'une partie de la justice, mais en même temps c'est la loi, donc c'est compliqué d'aller dire aux Français que c'est injuste, que c'est inadmissible, alors qu'au final le juge applique la loi. Par contre, il peut avoir un débat sur l'inéligibilité dans de telles circonstances. Ça fait partie du débat public. On peut se demander si véritablement une personnalité politique peut être empêchée de concourir à une élection sur ces motifs-là. On peut le demander, ça on a le droit. Par contre, étant donné que la loi est en place et la loi est dure, mais c'est la loi, elle doit s'appliquer à tous. Après, évidemment, à un moment donné, il va falloir se poser la question dans ce pays d'une politisation d'une partie de la justice. On ne peut pas dire que les gens respectent plus rien et en même temps que les politiques s'exonèrent de respecter la loi. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, Le seul point qui me paraît honnête de débattre, c'est celui de l'exécution provisoire, qui n'a pas été prévu pour ce type de cas, même si ça a déjà été appliqué à Hubert Falco, qui était maire de Toulon dans le Var et qui a eu 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Parce que là, quelque part, c'est une intervention dans le fonctionnement de la politique. Maintenant, complètement d'accord avec le fait que la loi elle s'applique à tout le monde. On peut pas, depuis des années, critiquer le laxisme de la justice et la faiblesse des peines, mais la critiquer quand on est concerné soi-même. Ouais. Ben là, il y a une incohérence. Donc, c'est un jeu d'équilibrisme. Il joue l'opinion. Il joue 11 millions d'électeurs contre la justice. Mais ça, c'est pas honnête. En tout cas, c'est pas correct. Ouais.
Oui, il y a plusieurs sujets. Et c'est pas crédible. Il y a plusieurs sujets. On parlait de séparation des pouvoirs. Alors, la loi actuelle, on peut la changer, mais la loi actuelle prévoit des peines d'inéligibilité. Quand je vous dis qu'on parle de séparation des pouvoirs, c'est parce qu'on peut se dire que avec ce genre de peine, il y a d'autres peines, il y a les amendes, il y a la prison, mais avec la peine d'inéligibilité, on peut considérer qu'in fine, dans l'absolu, le juge peut décider d'empêcher des politiques de se présenter à des élections. C'est ça la question qui se pose pour les années à venir. Est-ce qu'on maintient ce genre de peine? Ce qui est certain, c'est que dans la loi actuelle, il y a cette... C'est dans la loi. Dans la loi actuelle. Mais la loi, c'est le peuple qui l'a fait. Donc le peuple peut changer la loi et dire en fait, elle s'applique mal parce qu'on considère qu'avec cette application de loi, on n'a justement plus de séparation des pouvoirs et que le juge s'immisce dans les élections. Nous, on l'a dit très clairement chez Reconquête. Éric Zemmour s'est exprimé, Sarah Knafo s'est exprimé. Nous, on ne veut pas que ce soit le juge qui décide qui peut se présenter ou pas à l'élection présidentielle. Donc on peut considérer que la loi doit être changée. Ensuite, sur d'autres éléments... Mais, pardon, juste l'éligibilité, elle existe pour des condamnés qui ne sont pas des politiques aussi. Vous avez ça fait partie de la loi. C'est-à-dire que si vous commettez un délit absolument grave, vous pouvez ne pas être éligible. Pour certains citoyens et qui pourraient demain avoir l'intention de se présenter à une élection alors qu'ils ne le sont pas. Je veux dire, si elle avait commis un crime autre, elle aurait été déclarée inéligible. Donc, est-ce que la délinquance en col blanc, entre guillemets, c'est-à-dire où il n'y a pas de crime de sang, on doit retirer l'inéligibilité? Très concrètement, le cas se pose pour ces élus, ces personnes en poste, et là pourquoi on parlait du Modem tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'il est question de Marine Le Pen? Parce qu'effectivement, tout le monde se dit qu'elle va être candidate en 2027 et que si le juge considère qu'elle ne peut pas être candidate, et ben ça change quand même pas mal de choses. Et que si elle est soutenue par X millions de Français, elle ne pourrait pas être Marine Le Pen en l'occurrence, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ne pourrait pas se présenter. Donc il y a quand même une question de droit. Le droit actuel est tel qu'il est, mais il y a une question de droit. Après, juste sur la pétition, il est normal de créer une pétition. Je sais qu'à droite, pendant longtemps, ça a été moqué, raillé et incompris. Là, heureusement, les gens commencent à se réveiller parce que c'est la gauche qui a fait pendant très longtemps des pétitions. Les pétitions, ça a plein d'avantages. Ça permet de faire du bruit médiatique. On en parle ce matin. On en parle ce matin. Ça permet d'informer les gens. Les gens retiennent mieux les informations quand ils signent des pétitions que quand ils lisent des articles. Ça permet d'engager les gens dans une action. Ça permet d'avoir une base de personnes auxquelles on peut écrire ensuite. C'est extrêmement important. Il faut l'utiliser. Nous, on l'a utilisé très clairement pendant la campagne présidentielle. On l'utilise toujours chez Reconquête. C'est quelque chose d'extrêmement important à utiliser. C'est normal, c'est logique, en tout cas, que le RN les fait aujourd'hui. On verra quelles seront les suites de cette affaire. En tout cas, la véritable discussion, il y a la question de l'exécution provisoire. Oui, et est-ce qu'on change ou pas la loi sur l'éligibilité? Ensuite, juste pour terminer, il est vrai qu'on peut regarder certaines personnes, on peut regarder, parce que ceux qui sont allés dans le détail de ce qui a été dit au procès, il y a des défenses qui étaient un peu particulières. Moi, je pense notamment à celle de Nicolas B. Bon, je vous envoie regarder les articles, on se demande ce qui a vraiment été fait. Mais voilà, la question c'est celle de l'inéligibilité ou pas pour la suite. La question de l'exécution provisoire, elle est quand même clé parce que dans notre principe, on n'est pas condamné tant qu'il n'y a pas une condamnation définitive. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ce débat-là, on peut je t'ai grillé. Et donc ça rend définitif provisoirement une décision qui n'est pas définitive et qui n'existera peut-être pas, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que... Et ça, pour le coup, on peut l'avoir à l'Assemblée nationale. C'est son lieu d'ailleurs, et au Sénat, d'avoir ce débat au Parlement, effectivement, d'une condamnation effectivement qui intervient alors qu'il y a encore des possibilités de faire appel et donc que la sanction n'est pas définitive. Ça, on peut se le poser. Pour moi, on peut pas se poser la question de l'inéligibilité, sur une affaire comme celle-là. Quand on détourne des fonds publics au profit d'un parti politique de façon totalement illégale, qu'on soit inéligible me choque absolument pas. Ce qui peut se discuter, par contre, c'est effectivement le fait d'être sanctionné dès le premier jugement et de devoir appliquer la peine dès le premier jugement, alors qu'on a encore la possibilité de faire appel et des recours derrière. Ça, par contre, ça peut se discuter. Effectivement, je pense que c'est pas forcément formidable d'avoir une condamnation qui intervient alors qu'on n'est pas définitivement condamné. Et là, ça donne un sentiment de politisation de la justice. Oui. Donc ça décrédibilise, ça participe à décrédibiliser le jugement. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Oui, parce que l'exécution immédiate, elle est relativement rare, si je dis pas de bêtises. Mais ça a été prévu pour des criminels. Ça a été prévu pour protéger les gens. C'est pour protéger. C'est fait pour protéger. Ça vise très clairement à l'empêcher de se représenter. Non, j'ai entendu aussi le fait que ils avaient défendu ça, les procureurs. Alors après, moi, je suis pas juriste et je suis pas procureur ni avocat, mais parce que en fait, le RN assume complètement d'avoir fait ce qu'ils ont fait et ne disent pas qu'ils recommenceront pas.
Enfin, alors, je pense qu'ils recommenceront pas, hein, parce qu'ils ont remboursé les sommes et tout ça. Je pense qu'ils ont compris. Mais ils assument parfaitement d'avoir fait ça, et ils expliquent pourquoi ils l'ont fait. Et donc c'est pour ça que les procureurs disent, si vous assumez d'avoir fait ça, ça veut dire que vous êtes capable de recommencer demain. Et donc c'est pour ça qu'on vous donne. Bon, alors voilà. Après c'est l'argutie juridique qui est développée, mais effectivement, moi je suis pas très favorable à ce qu'on soit condamné en première instance et qu'on doive exécuter la peine dès la première instance, alors qu'on a encore des possibilités d'appel et de recours. Hein. Est-ce que vous pensez que le gouvernement passera à Noël? On a entendu ce matin qu'il était question au RN de censurer ce gouvernement. Moi, je pense quand même que ça passera Noël. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein. Mais la position là qu'on a entendue, c'est celle de se dire, on peut vous mettre la pression finalement, on va pas vous soutenir parce que il y avait l'idée que le gouvernement était soutenu largement à droite. Et en fait, ce serait pas forcément le cas. Juste un point sur l'histoire de l'affaire d'inéligibilité, parce qu'on n'a pas du tout évoqué. Il y a une grande différence, il faut bien que les auditeurs de Sud Radio le sachent, parce que tout le monde n'est pas au courant. Il y a une grande différence entre ce qui se passe au Parlement européen et dans des autres assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale notamment. Le Parlement européen, c'est très contrôlé au niveau du travail des collaborateurs parlementaires. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, le juge dit il y a une distinction entre le travail qui est fait pour le parlementaire, l'eurodéputé, et pour le parti. L'Assemblée nationale aussi, c'est contrôlé. Oui, encore plus au Parlement européen, parce que justement il y a des abus au Parlement européen, et donc c'est très contrôlé. Non mais sur le gouvernement, il va peut-être être renversé, mais honnêtement, le RN n'a pas intérêt à le renverser maintenant. Non. Je ne crois pas. Et par contre, il n'a pas intérêt à ce qui perdure dans le temps et qui réussisse non plus. Donc il sera renversé. Il passera pas l'été, probablement, oui. Noël, mais pas l'été. Juste une chose, je précise que l'information que donnait Samuel Lafont est bel et bien véridique, parce que certains auditeurs me disent que c'est un fake lancé par Frontières. Non, l'article existe bien et bien. Vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale. Le LFI a bien proposé de retirer 100 millions d'euros à l'aide au handicap pour le donner aux mineurs migrants isolés. C'est une information réelle. Et l'autre information, c'est que le Premier ministre indique qu'il va demander que l'effort demandé au département sera très significativement réduit. Donc pas d'économie des dépenses en plus. Voilà, donc je ne sais pas qui va payer au final. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.